Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Malgré un état de siège qui dure depuis 8 mois, certaines provinces du nord-est de la République démocratique du Congo peinent à vivre dans la stabilité. Les attaques des groupes armés contre les civils se multiplient. Dernière en date, celle qui a fait dimanche dernier au moins 15 morts dans la province de l'Ituri. Qui sont ces rebelles qui installent la panique dans cette partie de la RDC? L'armée congolaise peine-t-elle à contrôler la situation? Comment comprendre cette instabilité chronique dans le nord-est de la République démocratique du Congo? Nous posons toutes ces questions à l'analyste politique congolais Aline Zouzi, en direct avec nous depuis Kinshasa. Bonjour à vous, Aline Zouzi. Bonjour Omar. Alors, je le disais, on a l'impression que l'instabilité chronique s'est installée dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Avant tout, expliquez-nous la situation. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, depuis de nombreuses années, on a observé un activisme des groupes armés qui se répartissent géographiquement entre l'Ituri, qui est un ancien territoire de l'ancienne province orientale, mais qui est devenue une province à la suite de la réforme qui a abouti donc à ces nouvelles entités territoriales décentralisées, passant de 11 à 26 provinces, donc la province de l'Ituri, et vous avez le Nord Kivu, le Sud Kivu également, et une petite partie du Maniema. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui, je le rappelle, sont depuis le 6 mai 2021 sous le régime de l'état de siège, puisque c'est une administration militaire qui s'est substituée à l'administration civile. Alors, il y a énormément de problèmes, notamment dans l'Ituri, qui remontent à très longtemps, puisque vous avez à la fois des considérations ethno-tribales, vous avez également un certain nombre de conflits qui n'ont jamais été réglés, ou à tout le moins ont toujours eu du mal à être résolus. Je rappelle par exemple qu'au début des années 2000, après le départ de l'opération française Artemis, on avait institué une commission de pacification de l'Ituri qui, dans un premier temps, avait donné des résultats plus ou moins satisfaisants pour apaiser les tensions entre communautés, essentiellement entre les communautés Ema et Lendu. Et puis, vous avez au niveau du Nord Kivu un certain nombre de groupes armés. Alors là, vous avez pour le coup des groupes qui sont en opposition avec le régime de Kigali. On pense naturellement au FDLR, on pense également aux milices Maï Maï, on pense également à toute une série de groupes armés. On peut citer historiquement le CNDP, le M23, qui chacune, à un moment donné, ont manifesté ou en tout cas exprimé un certain nombre de revendications qui peuvent être à la fois territoriales, à la fois, j'allais dire, communautaires, mais vous avez également, et c'est important de le souligner, un certain nombre d'acteurs locaux, au niveau local proprement dit ou au niveau national, qui ont un intérêt certain à entretenir ce climat-là, parce que cela permet de préserver, j'allais dire, un climat d'instabilité et d'insécurité, propice bien évidemment à toute une série, j'allais dire, d'actions, notamment l'exploitation illégale des ressources et malheureusement, il faut bien le dire, depuis plusieurs années maintenant, des massacres de population. Alors, vous avez cité pas mal de groupes rebelles. Ces derniers temps, on parle plus de ce groupe dénommé le CODECO, ou la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO. Alors, quelle est la particularité de ce groupe dont on accuse d'être l'auteur de l'attaque qui a fait au moins 15 morts dimanche dernier? Alors, c'est un groupe qui a été créé il y a de cela quelques années, qui est en fait un regroupement de milices qui ont, j'allais dire, une approche à la fois ethno-mystique et religieuse, mais qui a aussi une particularité, c'est qu'elle est composée majoritairement de l'ethnie Lendu, qui est en opposition, j'allais dire, presque de manière obsessionnelle avec les Ema, ce qui explique d'ailleurs cet acharnement. Mais ce qui est beaucoup plus curieux, j'allais dire, c'est que quand vous lisez la dénomination de ce groupe, collectif coopérative pour le développement du Congo, on est loin de se douter que cette
milice est mêlé à un certain nombre d'exactions. Il faut dire qu'entre 2017 et 2021, il y a eu, c'est vrai, depuis que cette structure a commencé à s'illustrer, il y a eu énormément de personnes assassinées, sans que l'on sache, franchement, qu'est-ce que cette milice attendait en retour. Des tentatives de médiation ont été essayées récemment encore. On a fait appel à d'anciens chefs de milice qui, certains avaient été jugés par la justice internationale, puis par la suite soit libérés ou relâchés, et qui ont tenté également, par leur expérience, d'essayer d'amadouer ces groupes afin de les ramener à la table des discussions. C'est un processus qui sera malheureusement long, et toute la question est de savoir quelles sont véritablement les revendications de ces groupes afin que l'on puisse mettre un terme de manière définitive à ces massacres. Alors, on l'a dit, vous l'avez dit, on l'a tous dit, Aline Zouzi, le nord-est de la République démocratique du Congo peine en tout cas à vivre dans la stabilité. On sait tous que pendant de longues années, il y a eu des ingérences et d'autres groupes qui sont liés, soi-disant, à des États, etc. Aujourd'hui, quelle est la situation exacte ? Alors, vous avez globalement, on va dire que la plupart des groupes armés qui sont officiellement en opposition avec certains pays voisins, on pense notamment aux ADF, ex-ADF Nalou, en opposition avec le régime Museveni de Kampala, qui est beaucoup plus actif dans l'Ituri. Vous avez également un certain nombre de groupes, notamment les éléments résiduels des FDLR qui aujourd'hui font beaucoup moins parler d'eux, mais gardent quand même une capacité de nuisance intacte et qui sont en opposition avec le régime de Kigali. Et donc, toute la difficulté pour, j'allais dire, la République démocratique du Congo, c'est de pouvoir amener ces groupes, à défaut d'être, j'allais dire, neutralisés, c'est d'amener les groupes locaux essentiellement à pouvoir se désarmer, être démobilisés et participer à un programme de réinsertion communautaire et de stabilisation. Donc cela passe par un certain nombre de mécanismes qui sont prévus par plusieurs partenaires extérieurs qui aident la République démocratique du Congo à trouver une solution durable à cette situation. Et cela passe également par des moyens qui devraient normalement permettre de sensibiliser les groupes de manière à les amener progressivement à déposer les armes et à s'intégrer dans la communauté. Mais c'est un processus très difficile à partir du moment où vous avez d'autres objectifs qui sont poursuivis, notamment l'exploitation illégale de ressources, et vous avez ces groupes qui, d'une certaine manière, se mettent à sous-traiter pour d'autres forces non encore identifiées et qui tirent profit évidemment de cette instabilité dans cette partie du territoire national. Alors, comme on le disait tout à l'heure, depuis 8 mois, donc depuis le mois de mai dernier, l'état de siège a été instauré dans cette partie donc, de la République démocratique du Congo. C'est ce qui donne à l'armée, en tout cas, presque les mains libres pour contenir la situation sur place. Quel bilan peut-on faire de cet état de siège depuis le mois de mai dernier ? Alors, ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que effectivement, c'est depuis le 6 mai dernier, comme le prévoit la Constitution, c'est une des prérogatives. Il faut revenir à certains articles, notamment 145 et 148, qui permettent au chef de l'État de pouvoir justement décréter cet état de siège avec les conséquences que cela en découle. Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est à la fois une guerre asymétrique et de basse intensité. Asymétrique parce que bien évidemment les adversaires que l'armée nationale a en face utilisent des moyens de guérilla, utilisent la population soit comme bouclier, soit comme chair à canon, ou alors la femme comme champ de bataille. Donc c'est une situation extrêmement difficile, très particulière, dure, qui nécessite bien évidemment une approche holistique pour pouvoir trouver un certain nombre de mécanismes pour y mettre fin et qui implique bien évidemment un certain nombre de partenaires. On pense évidemment à la MONUSCO, on pense aussi à certaines opérations conjointes qui sont menées entre les troupes spéciales venant soit de l'armée nationale ougandaise ou rwandaise, parce qu'il faut bien le rappeler, cette instabilité affecte naturellement les pays voisins, même si
on ne peut pas nier effectivement que dans un passé récent, ces mêmes pays tiraient un certain profit de cette situation. Aujourd'hui, on change de paradigme. Il faut rappeler aussi que depuis l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013, un certain nombre d'engagements ont été pris par les signataires pour essayer de créer précisément les conditions d'une paix dans la sous-région en développant, j'allais dire, la coopération entre les différents États, y compris la coopération dans le domaine militaire. Alors, pensez-vous que quand même le gouvernement du président Félix Tshisekedi est en mesure de restaurer la paix dans cette région de la République démocratique du Congo, une région qui n'est pas d'ailleurs la seule à être de temps en temps objet d'instabilité. On pense aussi à la frontière avec d'autres pays dans le sud de la République démocratique du Congo. En fait, est-ce que Kinshasa a la main suffisamment puissante pour gérer la situation sur place? Est-ce que cette région ne semble pas échapper au contrôle de Kinshasa? Non, pas du tout. Je pense que cette mesure était salutaire parce que beaucoup de formules avaient été tentées jusqu'ici sans donner de résultats. Je comprends qu'il y ait une forme d'impatience parce qu'effectivement, à mesure que cet état de siège se prolonge, on enregistre ça et là d'autres massacres, laissant peut-être penser que le contrôle de la situation n'est pas du tout assuré, que du contraire. Encore une fois, je l'ai dit, c'est une guerre asymétrique avec des moyens de guérilla utilisés de manière systématique par ces différents groupes qui d'ailleurs, il faut bien le dire, ont perdu beaucoup de terrain ces derniers mois, puisque l'armée nationale s'est donné les moyens d'aller traquer précisément les insurgés dans les zones où elles opèrent. Alors, ce sont des zones qui sont gigantesques. Je vous parle de plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous deviez, en quelques semaines, ratisser l'équivalent de 2 fois le territoire français pour essayer de débusquer ces gens-là. Alors, il y a quelques jours de cela, l'un des cofondateurs de la Codeco a été neutralisé avec plusieurs de ses complices, un certain Kalou, qui lui, en fait, s'était rendu malheureusement célèbre par un certain nombre d'exactions menées en son nom dans certaines zones du territoire de Djougou. C'est un long processus, il faudra s'y habituer. Ce qui sera déterminant, je pense que ce sera la manière dont l'armée s'organisera pour essayer d'accélérer, j'allais dire, le tempo. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut être résolument optimiste, juger sur pièce, sans bien évidemment tomber dans la critique facile. Je le rappelle, c'est une tâche qui est très difficile et c'est pour cette raison d'ailleurs que pour certaines opérations, il est important que certains pays qui sentent qu'ils peuvent apporter une aide ou un soutien logistique à la RDC puissent le faire et je pense que c'est déjà le cas de certains d'entre eux, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Alors, en parlant justement de ses voisins, mais aussi d'autres pays étrangers, alors une question un peu banale, Arine Zouzi. À chaque fois qu'on parle de la RDC, on parle d'ingérence, d'intérêt, de puissance étrangère. Pensez-vous que dans le cas de figures qui nous concernent, on peut penser à cela? Écoutez, depuis l'accord de Lusaka, je vous en parle d'autant plus volontiers que j'ai à titre personnel participé à sa rédaction en ma qualité d'expert au ministère des Affaires étrangères. Je rappelle, l'accord qui remonte à juillet 1999, nous avions déjà compris que derrière les agressions se cachait aussi une stratégie. Alors, il me semble que cette stratégie a été mise à mal. Allez-y, Arine Vous Zouzi. m'entendez? Allez-y. Hein Voilà. Allez-y. Je disais que la stratégie de ces groupes ou de certains de ces pays qui consistaient à être en situation de rente pour tirer profit de l'instabilité et exploiter les ressources naturelles a été mise à mal. Parce que des mécanismes internationaux ont été mis en place, une volonté des autorités nationales a été affirmée pour que cela ne se reproduise plus. Et cela, d'ailleurs, a été démontré par les différents rapports onusiens, que cela soit au niveau du groupe des experts chargés d'enquêter sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC. Là, bien évidemment, des efforts ont été consentis
Peut-être qu'il y a encore des choses à faire, et Dieu sait qu'il y en a, bien évidemment, et ce sont les autorités congolaises, avec les moyens qui seront mis à leur disposition, qui seront en capacité de faire en sorte que cette situation puisse trouver enfin un aboutissement et un dénouement dans l'intérêt bien compris des populations qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de vivre en paix dans un environnement stabilisé. D'ailleurs, en parlant de ces populations, en tout cas qui souffrent le martyre face à ces groupes, quel est justement le degré, je ne dirais pas d'adhésion, mais en tout cas, quel est le comportement de ces populations vis-à-vis de ces groupes rebelles? Alors, globalement, la population approuve les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'instauration de l'état de siège. Mais là où son impatience se manifeste, c'est lorsque, bien évidemment, les résultats concrets, palpables dans leur quotidien se font attendre. Mais c'est une population qui est résiliente, qui a su tirer profit du traumatisme subi pour rebondir et donc rester, j'allais dire, mobilisé et résolument optimiste par rapport à l'avenir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que c'est une affaire de tous, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il existe des mécanismes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de ces groupes, que ce soit les groupes étrangers ou les groupes nationaux, mais pour ce qui est des groupes nationaux, qui parfois ont pignon sur rue dans des zones à forte densité de population, gagneraient à être sensibilisés sur la nécessité de déposer des armes pour pouvoir être réinsérés dans la communauté et contribuer ainsi à la stabilisation. Globalement, il y a une adhésion populaire, mais il y a des attentes légitimes qui sont liées bien évidemment à la situation économique et sociale et pour laquelle la population attend des réponses. Arin Zouzi, je rappelle que vous nous parliez depuis Kinshasa, vous êtes analyste politique et promoteur du JT diplomatique. Vous étiez avec nous pour nous décortiquer la situation tendue dans l'Est ou le Nord-Est donc de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Arin Zouzi. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée et bonne suite de programmes sur Média TV.